Alors il me dit t'es sûr? Bah oui. Alors, ah ouais, pourquoi pas, ça serait marrant et tout. Et puis il me rappelle, il me dit mais qu'est-ce que tu vas raconter avec ta... Bon. Ouais, on s'est compris, la marionnette. Cette phrase est très étrange. Vous allez sortir ça en réel, mais... Pierre, et tous les jours je passe devant, elle est dans mon salon, dans une boîte en verre, et à chaque fois je me dis mais quel con t'as été de dépenser autant d'argent. Il y a très peu d'exemplaires qui ont été commercialisés. Michel, viens ici dans la cave faire le... Dans le studio, c'est bizarre ce que tu dis. Viens ici dans le studio faire l'interview. C'est quoi ce son alors? C'est la caisse claire, hein, je crois. C'est la caisse claire, merci parce que j'avais pas le nom. Ouais, il m'a aidé, pardon, hein, je suis encore un peu sensible là-dessus. Bah, ça me va. Ça, on a le droit. Ouais. Hey, c'est Rafale en rafale. C'est mon projet le plus personnel. Carrément, il y a mon blaze dans le titre. On s'est déjà vu, entendu. Ça fait plus de 25 ans que je ride en presse, en radio, en festival et à la télé. Et mon micro, je vous l'ai toujours tendu. Et on va aller encore plus loin avec En Rafale parce que c'est vous qui posez les questions. Toutes les questions aux personnalités les plus en vue. Cette semaine, avec vous, le singe Jean-Marc et Jeff Panaclock. C'est l'histoire d'un gamin moyen de Seine-et-Marne, mis sur le côté à l'école et qui traînait pas loin du parc Disney pour toucher la magie du bout des doigts au point de commencer par la magie sous le pseudo Magic Panaclock. Et un jour, dans cette boutique où il va acheter ses tours, il va tomber sur un singe, une marionnette, la seule du magasin qu'il va s'offrir et appeler, comme le vendeur, Jean-Marc. La suite, c'est des millions de personnes qui les ont vus, qui les ont applaudis sur scène, mais aussi sur les réseaux, à la télé, au cinéma et même en BD. Il est loin le temps où son père allait convaincre les cabarets de le faire jouer, les mariages, les anniversaires qui sont ambiancés. Pareil, il était le premier ventriloque à avoir rempli l'Accor Arena. Il a joué plusieurs semaines à guichet fermé à l'Olympia en cumulé. En 4 spectacles, il a rempli toutes les plus grosses salles de France. Et 20 ans après, ça continue avec The Jeff Panaclock Company. Jean-Marc et surtout Jeff Panaclock répondent à toutes vos questions en rafale. Juste avant qu'on commence, c'est déjà le 3e épisode. On poste tous les 15 jours sur YouTube, sur cette chaîne En Rafale et sur toutes les plateformes de podcast. Merci pour vos retours, pour vos commentaires, pour vos partages, pour votre soutien. On lit tout. On voit tout ce que vous faites pour faire grossir cette émission qui nous ressemble. On va ouvrir un Patreon. Si vous êtes chaud pour lâcher quelques euros pour que ça aille plus vite, c'est trop cool de votre part. Merci d'avance de vous abonner. Il faut que ça monte, hein. Ou que vos frérots s'abonnent, si c'est pas déjà fait, à nos réseaux, à la chaîne, ou que vous regardiez, ou que vous écoutiez ce podcast. Ça va beaucoup nous aider. Grâce à vous, on a convaincu des bêtes d'invités de venir au studio. Hakim Djemili arrive, logiquement Orelsan aussi. On va faire venir Rokhaya Diallo, Grassley et Nora Hamadi ensemble. La légende Akash, Akhenaton m'a laissé un vocal en ce sens. Flore Benguigui sera ma prochaine invitée. Il se passe un vrai truc, mais vous avez rien entendu, hein. Allez, générique. Merci d'être avec nous, les gars. J'avais pas envie de venir, là, je suis content. Ok, écoutez, le bienvenu. Moi, je suis très heureux d'être là. Merci à toi, Jeff. Moi, j'ai interviewé des tonnes d'humains, mais j'avoue que j'ai jamais interviewé de singes. C'est la première fois qu'on prend le temps de se poser tous les trois. C'est vraiment cool de votre part de venir dans notre studio parce que, je l'ai rappelé dans l'intro, vous êtes des superstars maintenant. Wow. Si. Surtout moi. La dernière fois qu'on s'est vu, qu'on s'est parlé, en fait, c'est toi qui m'as envoyé un DM sur les réseaux. Et c'était en septembre dernier. Ouais. Et je l'ai relu, évidemment. T'as écrit « Tu feras gaffe, il y a ta tête sur la plaque d'immatriculation. » En fait, j'étais en train de conduire. Ouais. Et donc, Jeff m'a envoyé un message pendant que je conduisais que j'ai découvert pendant que je conduisais. La police. Non, non, là... T'as relevé la plaque d'immatriculation? Non, j'ai juste vu qu'il y avait une étiquette. En fait, il y a une étiquette sticker comme celle-ci, là. Tu vois, je l'ai mis sur mon ordinateur. Ouais. Elle est là. Et effectivement, je l'ai mis sur ma plaque d'immatriculation parce que c'était écrit 91 sur ma plaque et c'est pas du tout mon département. Ah, ok. Du coup, j'ai préféré mettre ma tête. Magnifique. Mais la police m'a arrêté un jour pour me dire que c'était interdit de faire ça. Ah ouais? Tu peux pas cacher un élément de ta plaque d'immatriculation. Ah, d'accord. Tu le sauras, t'as une voiture, toi, frérot? Tu l'as laissé donc? Je l'ai laissé. Ouais. Parce que t'as vu, je suis un gangster. Moi, j'ai une voiturette de golf. C'est stylé, tu vas sur le périph' avec ou pas? Ouais,
Moi, je fais des deux roues comme ça. C'est un fou, bien J'ai rien sûr. à foutre, moi. Je le vois bien. J'ai des étiquettes partout, j'ai pas de Henri- plaque d'immatriculation. Bon, le concept aujourd'hui, Jean-Marc et Jeff, c'est que Ouais. ce sont les gens, pas moi tout seul, qui vont vous poser des questions. Ça va arriver en rafale, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Ils ont partagé des vocaux pour vous. Quelquefois, ils partagent aussi un petit bout de leur vie. Des gens de partout, dans toute leur diversité, surtout celles et ceux à qui on donne jamais vraiment la parole. On écoute la première. Ça Allez, vous va? Tout de suite, là, on attaque Allez, direct. on y va. Salut Jeff et Jean-Marc, moi c'est Léonie. Et moi c'est Joseph. On habite à Bord-de-Seine et on aimerait savoir pourquoi tu dis autant de gros mots. Ok. Donc ça, c'est une question pour toi, Jean-Marc. C'est une bonne question. Ils sont en CM2. Ah, ils sont en CM2, Ils sont en c'est CM2. normal. Mais par contre, ils vous adorent. Et ils disent plus de gros noms en CM2 que moi, non? Non, parce que tu vois, quand j'ai discuté avec cette petite fille, elle m'a dit vraiment, elle en dit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, c'est vrai. Et donc Bah, j'en sais rien. Voilà, c'est ça la réponse. Non, c'est mais, toi, hein. je sais pas, C'est tu lui sais qui que... écrit les sketchs, Non, hein. mais tu sais que t'as des enfants qui te regardent aussi, et ça te gêne pas? Non. Tu dis ce que tu veux. Ouais, j'en ai rien à foutre. Bon, t'as bien raison, en même temps. Non, mais je crois que c'est ce qui a fait notre image aussi. C'est vrai qu'on a. Jean-Marc en dit beaucoup. Alors, c'est pas tant des gros mots, c'est plutôt des grossièretés. Et puis, il est très imagé, mais on comprend tout de suite où ça part. Dans le cul? Non, non, on n'a pas le droit de. Podcast. Voilà. Et, Mais c'est filmé quand même, frérot. Ah, pardon. oui, bah, du coup. Mais c'est vrai que c'est ce qui a fait notre signature ADN, quoi. aussi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et en plus, là, dans le nouveau spectacle là qu'on vient d'attaquer, voilà, c'est pire. Jeff quoi. Panaclock C'est Compagnie, pire. c'est pire. C'est pas que c'est pire, c'est que j'ai voulu justement retrouver ce qui a fait notre force au tout début quand on a commencé. Ouais. Et je me suis dit, il faut que je pousse les curseurs, il faut que je m'éclate. Je m'étais un peu perdu dans les 2 spectacles précédents. Ah ouais, t'as l'impression? Ouais, vraiment. Mais après, c'est pas de l'autocensure, mais tu vois, c'est dire, ah, c'est bon, peut-être que les gens ils vont en avoir marre que Jean-Marc soit aussi trash. Et voilà, les retours des fans et des gens qui nous suivent depuis longtemps, c'est vraiment, on a retrouvé notre Jean-Marc. Et c'est vraiment ce que j'avais envie d'entendre, quoi. Toi, ça t'a fait plaisir aussi de pouvoir à nouveau y aller dans le trash? Ah, ouais, j'aime trop. Hein. J'y vais, moi. Ouais, ça va, calme-toi quand même. pardon. La table, elle est en location. Ah, ouais, pardon. Ouais, s'il te plaît. T'es à droite tout à l'heure. Non. Je te le dis, hein. Ouais, c'est vrai, avant qu'on s'installe et qu'on mette les caméras à réquer, la table n'était pas droite. Grâce à Jeff qui voit tout, c'est son côté metteur en C'est ça scène. de vivre avec un autiste. Non, arrête. Quoi? Donc tu disais des grossièretés, j'allais dire que des bad words. En même temps, je dis pas bad au hasard, parce qu'il semblerait que c'est à cause de Michael Jackson, chanteur emblématique de Bad, le roi de la pop, que toi, tu t'es mis à parler. C'est vrai ou pas ça, cette histoire? Alors, oui et non. Moi, je faisais déjà des spectacles avec Jean-Marc, mais c'était pas trash. C'était gentil, on va dire. Je faisais des spectacles dans les mariages, les anniversaires, etc. Et puis, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais célibataire avec mon petit Jean-Marc dans ma petite chambre. Et puis, c'est la télé qui me réveillait. Et ça va avoir son importance puisque Michael Jackson est décédé. Et donc, j'ai été réveillé par la télé Par l'annonce du avec décès les de news Michael Jackson. du décès de Michael Jackson. Le soir, j'avais un mariage. Je m'en souviendrai toute ma vie. J'avais Michael Jackson et donc Jean-Marc a fait Michael Jackson mort dans le sketch. Les gens étaient morts de rire et j'ai continué en sortant des insanités avec Jean-Marc. Et là, tu t'es dit quoi? Et là, je me suis dit, mais en fait, déjà, ça rigole beaucoup plus que d'habitude. Et je me suis dit, mais en fait, il faut que je sois comme l'humour que j'aime en fait dans la vie. Il faut que je sois comme ça sur scène, quoi. Voilà. Donc c'était fini le ventriloque pour les enfants et gentillet, quoi. Et là, vous avez senti un truc monter, là, une adrénaline particulière? Bah déjà, c'était un kiff d'avoir des vrais rires, quoi. Parce que c'est vrai que c'était comme quand je te dis que c'était gentil, c'est que les gens ils aimaient bien, mais voilà, c'était. Il est sympa. Ouais, il c'est est sympa. mignon, Et puis ce après, singe. on passe aux danseuses, quoi, tu vois. Et Moi, je suis resté avec les danseuses après. Ouais, voilà. Ça m'étonne pas. Et donc, ouais, non, j'ai senti que là, il y avait quelque chose qui naissait, quoi. Allez, une autre question. Hello Jeff Panaclock, moi c'est Solove Designer, je suis fashion designer et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et j'ai pu apercevoir sur tes derniers posts ta nouvelle DA et ma question est la suivante. Pourquoi ce bleu, ce costume, cette coloration et aussi pourquoi tu habilles ta peluche de la même manière que toi alors que c'est un alter ego? Moi je m'étais dit mais pourquoi pas lui mettre un outfit différent du tien, mais non, tu es habillé pareil que lui. Donc voilà, j'aimerais savoir pourquoi ce choix de stylisme.
Ok, merci beaucoup. Merci à toi. Je sais qu'elle est installée du côté de Lille, donc dans le nord de la France. C'est marrant, c'est des questions qu'on n'a pas l'habitude de me poser. Mec, une question sur ta DA. Là-bas, c'était une vieille photo de Walt Disney dans son bureau. Ah ouais? Ouais, alors ça date d'il y a au moins 3 spectacles en arrière, hein, c'est le 4e. Mais ça a toujours été ma photo de référence et je me suis dit un jour je ferai ça, j'aurai un bureau. Et je me souviens que Walt Disney, il s'asseyait sur le bord de son bureau et il racontait un peu le nouveau parc, etc. Et donc voilà, on a construit un décor qui ressemble un peu au bureau de Walt Disney. On avait fait aussi les bandes annonces comme ça. Et en cherchant un peu les photos en couleur, on s'est rendu compte qu'il avait un costume un peu gris-bleu comme ça, et nous on a mis un peu plus pétant pour la scène, mais voilà, c'était mes références et on a essayé de trouver aussi des coupes qui faisaient un peu moins vieillotte que Walt Disney. Sur scène, on verra les images, vous êtes habillés pareil. Ouais. Vous matchez, c'est trop cool. Ouais, on est habillés pareil. Et puis c'est toujours rigolo de voir Jean-Marc et de lui faire des petites tenues à lui. Et là, c'était marrant de lui faire exactement la même, quoi. On avait presque la même sur le spectacle précédent aussi. C'était les vestes différentes, mais ça se ressemblait. Là, notre styliste Soul of Designer, elle disait, qui vient de poser la question, on disait aussi, elle parlait de la coloration de cheveux. On dit que quand on change de coupe, de couleur aussi, c'est qu'on essaie de tourner une page. Ouais. C'est vrai? Oui. C'est ton cas ou pas? Oui. J'essaye de... Je sais pas, j'ai senti sur ce spectacle qu'il y aurait un avant et un après. J'ai l'impression, moi en tout cas, de mon ressenti que c'est mon meilleur spectacle. Et j'ai eu envie, à un moment donné, j'ai eu pas mal de petites galères dans ma vie. Et cette couleur, je veux pas dire qu'on me l'interdisait, mais à chaque fois... ça? Bah voilà, je travaillais avec des gens qui me disaient non, ça t'ira pas, et puis reste comme t'es, et puis c'est très bien, etc. Et moi, c'est un truc que j'avais envie de faire depuis ado. Et donc le premier truc que j'ai fait, c'était quand j'ai écrit ce spectacle, le premier truc que j'ai fait un été, c'était d'aller chez le coiffeur et de me faire la déco. C'était à la base pour l'été, et puis en fait c'est resté encore aujourd'hui. Et Jean-Marc, il a pas fait la teinture. Non, j'ai pas osé. T'as vu sa gueule déjà? Franchement, je le trouve trop beau. On dirait Sophie d'avant. C'est pas vrai, trop BG. Avant qu'on lance les cams, d'ailleurs, vrai, je l'ai dit, j'ai pas arrêté de le dire. Je trouve que ça lui va super bien. Mais je suis jaloux parce que moi, j'ai pas de. Ouais. Voilà. C'est ce qui va lui arriver à force de faire des décolos. Hein. On va parler de nouveaux spectacles maintenant. Comme je voudrais pas te gêner, Jean-Marc, puisqu'on va aussi parler de toi, mais pas que de toi. Ouais. Aussi, notre interview. Il faut que j'aille faire caca. Bah voilà. J'allais dire, tu peux rejoindre la coulisse. C'est une belle porte de sortie. Tu peux aller aux toilettes. Et tu récupéreras Jeff à la fin de l'émission, ça te va? Ok, enfin c'est lui qui va me récupérer. T'as un dernier truc à dire avant qu'on se quitte? Salut. Salut mec. Salut gars. On parle du spectacle The Jeff Panaclock Company, c'est le 4e, tu nous le disais, ça se joue à guichet fermé, c'est une tournée monstre, affolante. Combien de dates? Tu les comptes plus? Non, je les compte pas. Des Olympias, combien d'Olympias vous avez fait? Là, on en a fait 2, mais en tout, depuis le début de ma carrière, on en a fait 24. Je suis assez fier de ça. 24 Olympias? Non, mais c'est affolant comme chiffre. C'est une salle que j'adore en plus. Le Dôme de Paris, sur cette tournée. Oui. Dans ce spectacle, il y a évidemment Jean-Marc. C'est ton numéro 2, Jean-Marc. T'es de nouveau entouré d'autres personnages, des agents. Il y a notamment Jackie, il est fan de Johnny. On le retrouve, lui, Jackie. Il vient avec sa femme, Gabi. C'est ça. Qu'on découvre aussi. Ouais, aussi. J'adore son petit look là, son petit tatouage et tout. Il y a un sportif bodybuildé qui s'appelle Rico. Pour celles et ceux qui ne font que nous écouter, faudra aller regarder. Il a une tête de gland, en fait. Vraiment. Non, mais au sens propre du terme. Ouais. C'est ça? Oui, c'est ça. Il y a une histoire derrière. Non, mais j'ai l'impression de l'avoir déjà vu, ce coach. Il y a une sportif. Oui. Non, mais il le sait, hein. Si on parle de la même personne, il le sait. Hein. Il a liké un post à moi il y a pas longtemps. Oui, il le sait. Il y a toute une histoire derrière parce que c'est pas visé directement vers Thibaut, puisqu'on parle de cette personne-là. Parce qu'on parle de Thibaut InShape. mais en réalité, ça remonte il y a 3 ans. Je parlais avec mon marionnettiste, donc la personne plein de talent qui fabrique mes personnages. Comment elle s'appelle? Je vais te dire ça tout de suite. Il s'appelle Jérôme. Il m'a pris comme ça. Il s'appelle Jérôme. Et, il a un talent de dingue. Il dessine les marionnettes quand moi je les imagine. C'est génial. Et quand elles arrivent dans mes mains, elles ressemblent vraiment à ce qu'il avait dessiné au départ. Et c'est à chaque fois c'est assez magique. Bravo Jérôme. Ouais, bravo Jérôme. Et je continuerai à travailler avec lui ad vitam aeternam. Mais en tout cas, donc il a beaucoup de talent. Et un jour on discutait dans son atelier.
atelier et je réfléchissais au prochain spectacle. Et puis je disais, tu sais, comme les gens disent que je suis vulgaire tout le temps, qu'on est grossier, pourquoi je ferais pas une marionnette de bite ? Je l'ai dit, faudra le biper. Pourquoi je ferais... Alors il me dit, t'es sûr ? Bah oui, ah ouais, pourquoi pas, ça serait marrant et tout. Et puis il me rappelle, il me dit, mais qu'est-ce que tu vas raconter avec ta... Bon. Ouais, on s'est compris, la marionnette. Cette phrase est très étrange. Vous allez sortir ça en réel, mais... qu'est-ce que tu vas raconter avec ta... Donc qu'est-ce que je vais raconter ? C'était une très bonne question. J'en avais aucune idée et je me dis ouais, je vais peut-être être à court de texte à un moment donné. C'est très très difficile. Bon. Le temps passe et puis je reviens avec une nouvelle idée parce que je cherchais les nouveaux personnages. Je dis j'aimerais bien faire un coach sportif. Je sais pas si tu vois qui est Thibaut InShape, mais voilà il cartonne quand même pas mal sur les réseaux. Pas mal. C'est le créateur de contenu le plus suivi. Donc sur YouTube. et donc je lui dis comme j'aime bien être dans l'air du temps, je dis ça serait marrant d'avoir un coach YouTuber un peu développement personnel sur scène et je pense que j'ai plein de trucs à raconter. Et là, donc, il regarde la photo de Thibaut qui est, donc, bah là, faut le voir, pour le comprendre. Mais en gros, il a les bras croisés comme ça sur sa photo de profil. Du coup, ça relève un peu les épaules. Ça relève un peu les épaules. Et elle me dit, mais attends, mais j'ai une meilleure idée. Pourquoi tu ferais pas un genre de Thibaut InShape, mais avec une tête de bite? Donc voilà. Parce que la photo ressemblait à ça sur sa photo de profil. Il a changé depuis. Mais donc voilà. Et après, il n'y a aucune attaque personnelle. C'est vraiment. Moi, je suis dans la caricature. Donc, et puis, je suis plutôt bienveillant, tu vois. J'aurais eu du mal à l'assumer sinon. Mais je t'avoue que quand j'ai regardé à 2 fois. J'ai dit, mais il a vraiment fait ça ? Ouais. C'est un commentaire d'un autre comédien humoriste qui s'appelle Tom Villa, que j'ai vu sur une des publications, qui a dit « Est-ce que nous pensons à la même chose en voyant cette marionnette ?» Ouais, c'est ça. Des fois, je réserve des surprises. Tom, c'est mon meilleur ami et il est toujours au courant de tout. Et c'est vrai que j'ai sorti les photos des personnages comme ça sur les réseaux un jour et il m'a appelé, il me dit « On est d'accord que t'as fait ce que je viens de voir, hein ?» Ouais. Je dis oui, je sais pas où ça me mènera. Et puis surtout, on ne fait aucune allusion sur scène à sa forme et c'est ça qui est drôle en fait. C'est surtout les gens qui mettent du temps à réagir, personne le voit forcément au départ et après on ne voit que ça. Voilà, malheureusement ou heureusement. Mais ce n'est pas le sujet du sketch en tout cas. Tu disais que c'était le spectacle dont tu étais le plus fier. Ouais. Jusque là, pourquoi ? Parce que j'ai fait exactement ce que je voulais, non pas que c'était le cas c'était pas le cas sur les autres spectacles, mais c'est vrai que là je me suis dit fais vraiment ce que tu as envie de faire, sans t'occuper de ce que peuvent dire les gens, les journalistes, voilà. Donc je vais avoir 40 balais, je crois que j'en ai plus rien à faire. Et je suis un nouvel homme, quoi. C'est la nouvelle DA dont on parlait tout à l'heure. Ouais, je crois que c'est vraiment ça. C'est que je me suis souvent attardé sur ce qu'on pouvait penser de moi, aussi par cette histoire d'artiste populaire. Ouais. Est-ce que j'ai la carte ? Est-ce que j'ai pas la carte ? Est-ce que je suis invité ici ? Est-ce que je suis invité là ? Avoir la carte, ça veut dire être branché, quoi. Être trendy. C'est ça. Et puis en fait, c'est ma vie. Ma vie, elle est comme ça. Ma carrière est comme ça. Le public est incroyable à chaque fois. Je monte sur scène et surtout il est là pour moi, il est là pour nous, il est là pour mon style d'humour aussi. J'aime être sur scène. C'est vraiment un truc que j'ai fait. On a fait un film, je fais des émissions, etc. Mais alors, je sais pas, j'ai vraiment un truc. C'est un truc je peux pas être en dehors de la scène, quoi. C'est une folie. Et ça, voilà, comme un décollage. Je m'en lasse pas. C'est tous les soirs le petit coup de stress, le trac. En plus, je fais beaucoup d'impro, donc je joue jamais le même spectacle, donc c'est tous les soirs différents, c'est un spectacle différent tous les soirs, et puis j'ai la même équipe qui me suit depuis 15 ans aussi, donc c'est la famille, quoi. Mais maintenant, tu mets en scène le spectacle aussi. Ouais, tout à fait. C'est quelque chose dont tu rêvais ? C'était un goal ? Non, mais j'ai toujours plus ou moins, j'ai eu un metteur en scène, mais j'ai toujours fait ce que j'aimais sur scène, et j'ai toujours suivi mon instinct, parce que j'ai l'impression que il y a que nous-mêmes qui savons ce qu'il faut faire pour plaire aux gens, quoi. Et ça va jusqu'à la lumière du show. Ouais. On va en reparler, mais toi tu connais bien la lumière parce que t'as un BEP électricité, si je me trompe pas. Ouais, je connais bien les ampoules. Et pour le coup, tous les culots, tout ça, les LED, tout à fait, les interrupteurs. Ça, c'est mon truc, c'est mon dada. dada. Je veux dire, en plus, la lumière, c'est important pour toi. Les décors. Oui.
tout ça. En fait, c'est tout ça que tu aimes. C'est un univers. J'aime ça. Alors moi, je suis passionné de comédie musicale aussi. Je vais en voir beaucoup à Londres, à Broadway. J'aime Disney. Enfin, t'as compris. J'aime tout cet univers-là. Et surtout, ça dénote tellement avec ce que j'écris, avec ce que je raconte sur scène dans mes textes, qu'il y a une espèce de flou artistique où les gens se disent mais attends, il est bien habillé, il a des marionnettes plutôt jolies, voilà, il a un beau décor, des belles lumières, on a aussi des belles musiques, je chante sur scène, et puis il bam, chante sur scène. Et puis d'un seul coup t'as Jean-Marc qui arrive avec bite cul poil, et là tu te dis mais attends, il y a un truc qui roule pas, quoi. Et je pense que c'est ça qui fonctionne aussi. On parlait de tes personnages, et justement j'ai une question en rafale. Allez. En ce sens. Bonjour, Jeff Panaclock. Bonjour. Enchantée. Je suis Rakodish, chorégraphe devenue paraplégique en 2019. Du coup, merci beaucoup à Rafale de me permettre de vous poser une question. Est-ce que Christian en roue libre? D'ailleurs, votre spectacle drôle, Andy Drôle, je me dis que niveau représentation et inclusion, on est sur un sacré level up. Là est ma question. Est-ce que Christian en fauteuil roulant était un clin d'œil stratégique, le bon timing par rapport aux Jeux paralympiques, ou un hommage, un choix plus personnel? Comment se porte Christian, toujours en roue libre? Est-ce que votre marionnette a été commercialisée pour nous représenter? Merci de votre réponse. Il y a plein de questions. Ouais. Donc il y a ce personnage qui s'appelle en tout cas, Christian. c'est très touchant qu'une personne en état de handicap voit l'humour aussi et comprenne ce que j'ai fait. Moi, ça me touche. Ouais. Parce qu'on peut voix, aussi avoir ouais. beaucoup de gens qui voient de la moquerie, etc. Alors que c'est pas, évidemment pas du tout le cas. Donc ça, c'est chouette. Christian, il était là dans le précédent spectacle. Donc dans le troisième. Dans le troisième. C'était donc une personne dans un fauteuil roulant en forme de DeLorean. Back to the Future. Et c'était vraiment parce que j'avais envie d'en parler, parce que quand je croisais des gens en situation de handicap qui venaient me voir au spectacle, en sortant des théâtres, on me disait tu peux te moquer de nous, tu peux y aller, tu peux pousser le curseur, vas-y. Alors je me suis jamais empêché avec Jean-Marc, j'ai toujours fait des blagues, et d'ailleurs dans le premier spectacle on en faisait énormément dès le début du spectacle, et souvent c'est les premiers fans qui vous disent allez, vas-y, tu peux en rajouter, etc. Et donc j'avais dit qu'à cela ne tienne, je vais faire carrément un personnage dans un fauteuil, et j'étais très attaché à Christian, et c'était mon but premier, c'était d'avoir un personnage qui est là pour faire rire les gens, qui le dit en plus, moi je suis là pour vous faire marrer. Ouais, il fait des vannes un peu approximatives parce qu'il a pas l'habitude d'être sur scène, et puis au bout d'un moment les gens se détendent, et puis ça devient hyper cool et hyper communicatif avec le public. C'est vous qui posez les questions en rafale. N'hésitez pas d'ailleurs à follow mon compte sur Insta @rafale_yem. On vous remet l'adresse là parce que vous pouvez être au courant des invités qui arrivent et donc leur poser des questions, et même souscrire à notre Patreon. Là aussi, on vous donne toutes les infos. Vraiment, n'hésitez pas. Comme ce monsieur qu'on écoute maintenant. Attention. Yo l'équipe, j'ai entendu dire que tu étais un sneakerhead, donc si tu n'avais qu'une seule paire de Nike ou de Jordan à garder, en termes de confort et de style, laquelle tu choisirais? Ah là 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 là. Alors lui, c'est Salim qui vit à Tours. Ah, qu'est-ce que c'est et qui compliqué. donc nous apprend aussi, mais t'en as déjà un petit peu parlé, mais on ne te connaît pas forcément pour ça. Ouais. Ta passion des baskets, sneakerhead. Ouais. Bon, je me suis un peu calmé, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où j'étais assoiffé. T'as une énorme collection alors? Ouais. Toujours? Alors oui, moi je suis un collectionneur particulier parce que je les porte. Et j'ai beaucoup de potes qui collectionnent, mais qui gardent sous cellophane et voilà. Donc moi, j'ai que des baskets qui me plaisent parce que je vais les mettre dans la rue. Après, il y en a, tu peux acheter des baskets hyper chères qui ressemblent à rien, mais qui sont collector, et ça m'intéresse pas vraiment. Donc c'est très difficile de répondre à cette question, je t'avoue. Et c'est d'en sortir une basket. J'en sais rien. Je vais te dire, il y a une paire que je ne porte pas,
dont je suis très fier, Ouais. c'est la paire de Retour vers le futur. Bien sûr, encore ce film, cette licence. Voilà. encore et encore. On en reparle. Mais je suis assez fier et tous les jours je passe devant, elle est dans mon salon, dans une boîte en verre, et à chaque fois je me dis mais quel con t'as été de dépenser autant d'argent. Il y a très peu d'exemplaires qui ont été commercialisés. En fait, elle n'existait pas, cette paire. C'était le début de ma carrière, tu sais, voilà. Aujourd'hui, bon, c'est plus la même histoire, hein. J'ai des enfants et puis je suis redescendu, j'ai mûri. Mais c'est vrai qu'au début, c'était un peu nimp, et un jour, une amie m'a dit, tu sais, quand je vais au boulot, tous les matins, je passe devant les chaussures de Back to the Future. Je fais, arrête, tu me charries. À Paris, là, comme ça, ouais, dans un magasin qui vend des téléphones. Qu'est-ce que tu racontes? What? Ouais. Elles sont incroyables, ces paires. Cette paire, elle est un peu grise, un peu brillante, et surtout autolassante. Ouais. Les lacets se font tout seuls. Ouais, elle est folle. Et donc, j'y suis allé et j'ai craqué. Le mec m'a dit, ouais, vous êtes 3 à l'avoir en France, il y a Matt Pokora et je sais plus qui. C'était Diriner, j'en sais rien. Et puis moi, je suis un gros gogo et j'ai acheté, mais j'en suis trop fier. Et tu l'as toujours dans le salon? Elle est là, et puis à chaque fois que j'ai des potes qui viennent à la maison, même des gens qui sont jamais venus, ils me disent, ah, mais c'est fou, et puis ils passent 5 minutes devant, et je suis fier, quoi. Et je suis sûr, il y a une paire que tu n'as pas. Ah. Et que je t'offre. Ah ouais. Celle-ci, ouvre-la, découvrez-la. Monsieur Jeff Panaclock. Qu'est-ce qui se passe? Allez-y. Et celle-ci, vous ne l'avez pas, c'est sûr. Tu me parlais des Air Force One. Incroyable. Clac. Ah, il y a le prénom de ma fille et tout. Eh ouais. Fou, mes gars. Incroyable. Il y a la silhouette. Bam. Ah, magnifique. Jeff Panaclock et fort. Jean-Marc aussi. Ah, c'est beau, hein. Et celle-ci, tu les as pas. Ah non. C'est un cadeau que je suis très très fier de t'offrir. C'est trop bien. En bon ambassadeur d'une association qui s'appelle Sneakers. Ouais. Je crois savoir que tu avais plus de 300 paires à la maison. Aujourd'hui, en France, on plus de 300 millions de paires de baskets qui sont jetées à la poubelle chaque année. Et cette association dont je suis ambassadeur, qui s'appelle Sneakers, qui a été créée en 2020 par Aurélie et Mohamed, que j'embrasse très fort, elle collecte et elle reconditionne les sneakers dont on ne veut plus, en fait, ou qui ont un défaut. Ah, c'est trop bien. Et franchement, c'est trop Alors cool. moi, je les jette pas, je les donne toujours. J'en tant mieux, donnais beaucoup à mon papa à l'époque. Mais tu vois, puis quelquefois, des potes. on sait pas à qui les donner. Ouais, et tout à fait. eux, ils s'occupent de les collecter, de les recycler, de les reconditionner c'est aussi. génial. Et puis c'est un chantier d'insertion, donc ils donnent une chance et une formation à des personnes éloignées de l'emploi. Ils font des ateliers, donc la customisation, mais aussi des distributions aux plus précaires dans nos quartiers. Et c'est la première organisation à le faire en France. Incroyable. Sneakers. Donc je suis très content de t'offrir. Merci beaucoup. Ces baskets. Elle a désormais une boutique à Paris dans le 11e arrondissement, et le QG, il est basé à Champs-sur-Marne. C'est en Seine-et-Marne, où toi t'as grandi. Bah ouais, quelle transition. Bah ouais, j'ai lu que... J'étais en train de me dire, mais Champs-sur-Marne, je connais. Bah oui, alors j'ai lu que quand ça galérait, quand t'étais plus jeune, t'allais traîner au Disney Village. Ouais. Bah ouais, 77 oblige, normal. Évidemment. Si vous connaissez pas, pour aller vite, c'est un peu le centre commercial qui est collé, la galerie en fait commerçante, qui est collée au parc travaux, c'est une catastrophe. Là, ils sont en train de tout refaire là. Ils sont en train de tout Donc, refaire. Le McDo, on a perdu tous nos repères. Ah là, ils y arrivent pas. Alors c'était pas ouf pour toi l'école non plus. Direction BEP électricité, j'en ai parlé tout à l'heure. Au moment où toi tu voulais, je crois, devenir éclairagiste pour les spectacles, pour le monde du spectacle. Je me suis planté complètement. Oui, je voulais être éclaireur. Je voulais de toute façon être dans le spectacle. Donc je me suis fait embaucher comme régisseur dans une salle de spectacle dans le 77. Et puis en parallèle, donc j'avais 15-16 ans. Et je voulais donc être éclairagiste, et je me suis inscrit en BEP électrotechnique en me disant je vais faire de la lumière. Ouais, et en fait non, je me suis retrouvé dans les tranchées sous la pluie à tirer des câbles, à me faire insulter par mes chefs parce que ils voyaient très bien que j'étais pas fait pour ça, quoi. Et là il y a des gens qui nous écoutent, qui nous regardent, qui sont en train de se reconnaître. Ah mais c'est sûr. Mais j'en ai déjà recroisé un, je sais plus, à la sortie. Non, c'était sur le tournage de mon film. On tournait dans une petite bourgade, et puis à un moment donné, il y a un figurant, figure-toi, très bonne phrase, qui vient me voir et qui me dit, je sais pas si tu te souviens, machin, au travail et tout ça. Je dis, mais oui, c'est fou. Donc j'ai reconnu sa tête et tout.
Et donc, ancien collègue de chantier. Ancien collègue, il me dit ah tu te rappelles là qu'est-ce qu'on rigolait et tout, et dans ma tête je me suis dit mec tu m'as fait les pires crasses du monde quoi. Et moi j'ai fait mais ouais mais carrément qu'est-ce que c'était bien, allez hop je dois tourner, désolé mais je suis pas rancunier. J'aime bien qu'il y ait une deuxième partie à cette histoire. Ouais mais ouais je me souvenais que ouais ils m'ont fait vraiment la misère sur le chantier, c'était dur hein. C'était très dur. Ce que je savais pas de toi, c'était que le spectacle, l'univers du spectacle, de l'audiovisuel aussi, c'est une passion depuis gamin. Ouais. Ça, c'est en construisant cette émission que je l'ai découverte. T'es bien renseigné. Bah non, mais je me suis intéressé à ton parcours. Ah, c'est trop bien. Et ce qui était ouf, c'est que tu tirais des décors chez toi, des tissus, des papiers dans ta chambre, avec, je crois qu'il y avait un faux public sur ton lit. C'est ça, non? Je sais pas, t'es joué tes peluches, j'imagine. Ouais, c'est ça. Et tu recréais une espèce de studio. Ouais. Et tu t'enregistrais? Ouais, je recrée. Alors, j'ai fait plusieurs choses. Hein. J'ai été multicarte. Je m'étais fait un petit studio de radio à la maison. Ah ouais. Donc, j'avais un poste, j'avais mis un micro, je m'enregistrais sur une cassette, etc. J'avais une table de mixage, je mettais des musiques et tout. Et tous les soirs, en rentrant, alors j'écoutais D-Fool, j'écoutais Max, la radio libre. Alors ouais, D-Fool, Skyrock, il est toujours sur Skyrock. Bah ouais, j'écoutais Max tout ça. Max aussi, c'était un grand animateur qui était sur Fun Radio. Tout à fait. De radio libre. J'écoutais tout ça sous ma couette. Je faisais la même chose. Voilà. Et donc le soir, quand je rentrais de l'école, j'avais mon émission à la même heure tous les soirs. Et même quand j'arrivais en retard, je fais ouais, désolé, je suis en retard. Alors tout de suite, on s'écoute. Tu vois, c'était vraiment ça, quoi. Ouais. J'avais envie de faire des choses, quoi. Franchement, ce que tu racontes, ça me touche beaucoup. Ah ouais? Ouais, vraiment, parce que je me reconnais dans ce que tu fais, cette mise en scène là. Ouais. C'est génial. Et moi, à l'époque, j'ai commencé en presse écrite, le journalisme, et j'ai commencé en découpant des photos, en les collant dans des cahiers, en écrivant comme si c'était un vrai journal. Et puis j'allais le photocopier et après le distribuer. Et ça avait une importance folle pour moi. Ouais. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis face à toi. Bah, tu vois, parfois, ça paraît un peu ringos de dire ouais, allez au bout de vos rêves, etc. Mais souvent, ce qu'on a envie de faire quand on est gamin, si on pousse un peu, c'est souvent ce qu'on fait. Voilà. Et puis après, y a parfois des personnes qui peuvent lâcher un peu en cours de route. Mais moi, quand ma fille, elle me dit je veux être maîtresse, si je la pousse à y penser très très fort tous les jours et que je l'accompagne, je me dis que peut-être dans 20 ans elle sera maîtresse, quoi. Voilà, c'est ce que je me dis. Moi, je savais que je serais dans les médias, j'étais pas du tout ventriloque en plus à cette époque-là. Donc je voulais être animateur télé, faire de la radio, tout ça parce que j'écoutais vraiment des gens qui me faisaient rêver. Et puis ensuite j'ai découvert le spectacle, j'ai découvert la magie aussi, et ça a changé énormément de choses. On a un autre petit point commun, c'est que moi quand j'ai commencé à faire mes premières interviews dont je te parlais, il y avait un journal local, moi je viens d'Hérouville-Saint-Clair dans la banlieue de Caen en Normandie, qui avait titré Raphaël le Drucker des banlieues. Ça. Et toi quand t'étais plus jeune, on t'appelait le petit Drucker. Ouais. C'est ça. Moi, mon vrai prénom, c'est Damien. Ouais. Et on m'appelait Damien Drucker quand j'étais gamin. Ah, c'est fou, ouais. Sauf que toi, t'as fini par bosser avec lui. Oui. Moi, ça m'arrive, comme je suis animateur sur France Télé, ça m'arrive de poser avec lui sur les grandes photos de rentrée, sauf qu'il me calcule. Pas Michel Drucker. Il lui raconter, il adorera. Tu vois. Michel, il est super gentil. Tu vas lui parler, tu lui dis bonjour, il va te dire ça va, qu'est-ce qu'ils font tes parents dans la vie, et comment ça va, et t'as de la famille et tout. Il s'intéresse à tout le monde, c'est une folie, quoi. Et c'est bon, ils sont, voilà, les personnes comme ça dans le métier, elles sont rares. Hein. C'est vrai, hein. Mais ça fait partie des gens qui, quand tu les recroises, un peu Nikos aussi, un peu comme ça, quand tu les recroises, ils te demandent comment vont ta femme, comment vont tes enfants, est-ce qu'ils ont grandi, et ça franchement, ce serait trop cool que Michel Drucker il soit à ta place là. Tu sais quoi, je vais lui dire. Michel. Dis-lui là dans cette cam là. Michel, il faut absolument que tu viennes faire ce podcast. Ça s'appelle En Rafale. Ça s'appelle En Rafale. On te pose des questions d'un quart d'heure. C'est génial. Tu vas. C'est comme ça. On met le téléphone là, on attend à la fin. Voilà. Non, mais je rigole. Mais en fait, c'est trop bien. Et ce qui est bien, c'est qu'on a le temps de parler et d'autres choses. Parce que Michel, il a dû faire What 1000 interviews dans sa vie. Mais ce qui est bien, c'est de s'intéresser aussi à l'homme. Et donc ça, c'est quelque chose que tu fais très bien. Donc Michel, viens ici dans la cave faire le... Dans le studio, c'est bizarre ce que tu dis. Viens ici dans le studio faire l'interview. Bon, je parle de cette trajectoire. Je vais envoyer un petit message après. Je parle de cette trajectoire qui n'aurait pas été possible sans le soutien de tes parents.
Ta maman était secrétaire à la mairie de Vincennes. Ton père est chauffeur de car à Vincennes aussi. Donc plutôt chez les riches, on peut dire ça comme ça. Toi, nous, on l'était pas. Bah ouais, toi, tu bossais sur les chantiers. J'ai raconté déjà. Ouais. Un jour, tu t'embrouilles avec ton patron, justement, quand t'es dans les lignes, dans les tranchées, là. Ouais. Et que tu fais l'électricité, que tu câbles et tout. Et puis, t'es pas heureux, alors tu te barres. Ouais. Et tu retournes chez tes parents, pour aller vite, hein. Et ils vont t'aider à te lancer dans cette carrière de saltimbanque. Ouais. Quand ton papa est décédé, t'as posté une superbe lettre hommage sur les réseaux sociaux. Et j'ai un vocal que m'a envoyé une personne qui s'appelle Sarah, qui s'est installée à Versailles. Elle m'a envoyé un vocal sur les papas. Et Moi, on je suis écoute encore ça. assez sensible là-dessus. Hein, ouais. Frérot, quand j'ai écouté ce vocal, je me suis dit, c'est un cadeau qu'elle nous fait. Ah ouais. Ouais. Watch. Salut, moi c'est Sarah, j'ai 42 ans. Je suis la maman d'une ado de 16 ans, à qui on a dit il n'y a pas très longtemps qu'elle ressemblait trait pour trait à mon père. C'était en rentrant dans une pizzeria qu'il avait l'habitude de fréquenter et le propriétaire est venu dire à ma fille que si elle avait besoin de quoi que ce soit, elle pourrait toujours compter sur lui. Parce que lui, il avait toujours pu compter sur mon père. C'était pas anodin ça en fait, dans mon cœur. C'est pour ça que je me suis effondrée. Et en même temps, c'était un souvenir doux, en fait. C'était des larmes un peu sucrées. Parce que ce que j'ai finalement compris, c'est que mon père était toujours là et qu'il nous enveloppait à travers les actes des autres, son éducation, ses souvenirs, son amour, et que son ancrage était fort. Et c'est pour ça que je comprends ton texte. Quand tu dis qu'il est partout, qu'il est toujours là, les souvenirs sont là, les souvenirs nous nourrissent. Et une fois qu'on leur a tenu la main pour leur dire au revoir, c'est eux qui nous tiennent la main éternellement. Ouais, Sarah, elle a perdu son papa aussi. Et je disais, c'est un cadeau qu'elle nous partage, ça. Hein. Je le racontais dans l'intro, ton papa, il avait envie que tu sois le plus épanoui possible. C'est lui qui allait démarcher les premiers cabarets. Ouais, il m'a aidé. Pardon, hein, je suis encore un peu sensible là-dessus. Bah, ça me va. Ça, on a le droit. Ouais. C'était pas si longtemps que ça. Ça nous permet de nous rappeler. Ouais. Mais il est là. Ouais, mon père, on n'a pas eu un rapport très facile tous les deux. Ah ouais? Non. C'était particulier parce que c'était un papa exigeant et que je travaillais pas très bien à l'école et que j'ai fait pas mal de conneries. En tout cas, j'ai essayé de m'en sortir comme je pouvais et il voyait bien que j'étais pas heureux en étant électricien, etc. Mais j'avais besoin de m'épanouir tout seul. Donc un jour, j'ai claqué la porte et je lui ai dit je vais me débrouiller tout seul. Donc c'était compliqué pour un papa aussi. Bien sûr. Et puis un jour, je suis revenu, comme tu l'as dit, j'ai pété un câble un jour dans le bureau de mon patron, j'ai tout envoyé balader et je suis revenu chez mes parents un matin et après le boulot. Et mon père m'a dit qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et j'ai dit j'en ai aucune idée. Moi, je veux faire du spectacle, je veux monter sur scène, je sais pas. Il me dit tu sais quoi, on va prendre la voiture demain et puis on va aller faire tous les cabarets de Paris. Waouh. Et il y en a bien un qui va te prendre. Moi, je suis quelqu'un de très timide. Donc, on a fait le premier cabaret, qui n'existe plus, c'est à Villa d'Est, sur les Champs-Élysées, qui était une pizzeria l'après-midi. Et puis le soir, il faisait du foie gras et des danseuses. Et donc, on est allé manger là-bas le midi. Et puis, mon père, un moment donné, a accroché la patronne, attrapé la patronne. Il a dit mon fils, il est ventriloque et il aimerait bien faire des spectacles dans les cabarets. Et la dame, je dis qu'il vienne ce soir, il vient, il fait un numéro, on lui donne 10 minutes et puis on voit ce qui se passe, quoi. Et voilà. Et ça a commencé comme ça. L'ancêtre des comédie clubs, moi je faisais 5 cabarets par soir et au départ c'était mon papa qui me conduisait. C'est fou. Il était un peu comme ton régisseur, quoi. C'était ça. Et m'a suivi pendant très longtemps, même sur ma première tournée, il faisait le merchandising. Wow. Quand tout a explosé, il était encore là. Il a été régisseur plateau pendant un petit bout de temps et puis après il a eu des problèmes de santé et je lui ai dit il faut que tu restes, que tu te reposes un peu à la maison. Il l'a très très mal pris, donc ça a aussi créé une petite césure, une petite tension. Et puis après c'est revenu, voilà, ça a été un peu en dents de scie. Ouais. Et puis voilà, il est parti il y a pas très longtemps et je suis très fier d'avoir été avec lui. C'est ça, t'as été là toi sur les derniers jours très longtemps, c'est ce qu'on a vu sur ce poste. C'est fou parce que il m'a attendu en plus. Il m'a attendu. Parce qu'à un moment donné, on arrivait vraiment à la fin et je devais repartir en tournée. C'était très difficile d'annuler les dates. Et il a dit j'attends. Il me l'a pas dit directement, mais en tout cas, je suis parti en tournée.
avec la boule au ventre, de me dire est-ce que je vais recevoir un message, un appel en sortant de scène ou j'en sais rien. Et en fait non, j'ai eu le temps de rentrer à Paris, de retourner à l'hôpital et il est parti le lendemain. Voilà, il m'a attendu. C'est fou parce que quand on vient comme nous d'un milieu très populaire, c'est pas toujours évident ce genre de choix de carrière pour nos parents à comprendre. Non. Et puis ça fait peur. Ça fait peur. On entend tellement de choses, alors encore plus aujourd'hui, mais on entend tellement de choses sur ce milieu. L'argent, la drogue, ce que tu veux, qu'en fait ils se font des films en fait. Ouais. Je pense que c'est normal et en même temps il faut nous faire confiance. Si je peux donner un conseil moi à tous les parents qui voient leur enfant partir un petit peu faire du théâtre ou faire de la musique, que sais-je encore. Maintenant avec les réseaux c'est plus facile de faire de la musique et de montrer son talent. Mais je pense que vaut mieux les accompagner plutôt que leur dire attention c'est dangereux, fais autre chose, passe ton bac, j'en sais rien. Parfois on n'est pas fait pour ça et pour réussir complètement autrement, vaut mieux les aider et accompagner jusqu'au bout plutôt que de dire allez débrouille-toi, tu reviendras quand t'auras fini tes conneries quoi. Voilà. Tu t'appliques ces conseils hein? Bien sûr, j'applique deux filles, on le disait tout à l'heure. J'ai mes filles qui ont des passions, ma grande pour la gymnastique, la petite qui fait du théâtre et qui adore dessiner, etc. Et je la pousse à faire ce qu'elle aime, bien sûr, évidemment. Ça veut dire que tu tapes les compètes de gym aussi? Pas encore, elle a commencé cette année, mais je pense qu'on va passer du temps dans les gymnases. On va passer du temps dans les gymnases. Dans les gymnases, c'est sûr. Déjà, dans un an, il y a les championnats du monde ou de France, je sais plus, à Bercy, et j'ai pris les places et je fais qu'est-ce que je vais aller faire là-dedans? Ah, c'est un vrai Yankee, j'aime bien. J'aime bien. Ouais, mais bon, ma fille était tellement heureuse d'y aller que voilà, je vais avec elle. Juste avant que tu viennes, Jeff Panaclock, c'était Abdel Malik qui était à ta place. Il a posé une question sans savoir que tu lui succéderais. Ah, ok. Et il t'a donc posé une question. Est-ce que tu t'aimes suffisamment? Est-ce que tu as assez d'amour? Est-ce que tu considères que tu consacres assez d'amour à ta propre personne? Est-ce que tu t'aimes suffisamment, dit-il? Est-ce que tu considères pas assez, te donner assez de temps? C'est une grande question, ça. Hein. C'est une grande question. Je pense qu'aujourd'hui, oui. J'ai mis... Ça aurait mis 40 ans? Ça aurait mis 40 ans. Mieux vaut tard que jamais. Ouais. Aujourd'hui, je m'apprécie. Je passe du bon temps avec moi-même. Après, je me suis retranché pas mal dans la spiritualité. Et aujourd'hui, je m'accroche à mon père aussi, que je vois dans le soleil. Parce que quand il est parti, on était sur le parking avec ma maman, il y avait un grand soleil radieux alors qu'il a plu toute la semaine. Et j'ai dit à ma mère, tiens, il est là, il est avec nous. Et donc à chaque fois qu'il y a un rayon de soleil, aujourd'hui, il est avec moi, quoi. Il est là. Et bizarrement, quand on s'accroche à ça, on a l'impression que dès qu'il y a un choix à faire, quelque chose à changer dans sa vie, un choix de carrière, un choix dans la vie en général, il y a toujours le petit rayon de soleil qui arrive à ce moment-là, ou pas d'ailleurs. Et je m'accroche à ça, donc je sais pas, je visite un appart, s'il y a le soleil qui rentre dans l'appart, c'est un signe. C'est un signe pour moi. Et je m'accroche vraiment à ça. Et je sais qu'il prend soin de moi. Et du coup, en prenant soin de moi, je prends soin de lui et de ma famille, quoi. Je suis heureux en tout cas de t'entendre aussi apaisé. Jeff Panaclock, c'est à toi maintenant de poser une question à quelqu'un dont je ne connais pas encore l'identité, mais par contre, je sais que ce sera pour un humoriste, parce qu'on en a deux qui vont venir là bientôt. C'est les choses qui me parlent, les stand-uppers, on en voit de plus en plus. Moi, je suis un fan vraiment de stand-up. Je regarde beaucoup sur Netflix. Donc, tu peux nous donner une reco? Louis C.K. Bien sûr. Ouais. Voilà. Voilà. Bon allez voir. Ouais, allez voir. Non mais vraiment. Mais après voilà, il y en a qui sont très bons en France. Pardon, moi, c'est un humoriste américain. Pardon, oui, je vais pas préciser. C'est un humoriste même new-yorkais qui a souvent été longtemps considéré comme l'humoriste préféré de ton humoriste préféré. Ouais. Pour aller vite. Bah pour moi, il est encore là, quoi. Il est encore en place. Et après. En France, bah pour moi le GOAT c'est Gad, quoi. Pour moi, Gad Elmaleh. Bah ouais. Lui aussi, il est toujours là. Hein. Ouais. Pour moi, c'est vraiment le patron, tu vois, le patron des humoristes. Je pense qu'il y a personne qui te dira Gad Elmaleh, c'est un gros con, ou, tu vois, c'est impossible. Toi, tu considères que tu fais partie de ce milieu-là, du stand-up, ou t'as l'impression d'être à l'aise dans ce milieu, ou pas? Je crois pas, mais j'ai été bien accueilli. Alors pour la petite histoire, Jerry, je l'ai créé parce que Jerry Gollery, donc la marionnette de stand-upper, je l'ai créé parce qu'à la base, il devait pas du tout être dans le spectacle. Je voulais créer cette marionnette pour aller dans des comedy clubs
et avoir une vidéo de lui qui joue dans un comedy club. Ah ouais. Donc c'était vraiment créé pour ça. Et donc j'ai créé la marionnette, j'ai envoyé la photo à Jamel à l'époque, enfin On parle de Jamel il y a Debbouze. 2 ans, Jamel Debbouze, et je lui ai dit écoute, est-ce que tu m'autoriserais à venir dans ton comédie club pour pouvoir rôder un peu et tester mon truc et tout. Il me dit mais bien sûr frérot, t'es le bienvenu. Et puis j'ai été hyper bien accueilli là-bas. Je me suis pris quelques bides, ça a pas été facile au départ. Et puis ensuite, voilà, j'ai surpassé ça parce que c'est vrai que passer d'une, je sais rien, d'une grande salle avec un public qui nous aime face à des gens qui savent même pas que t'es là, c'est tout de suite, c'est un grand écart de malade, quoi. Et donc ce personnage-là a été créé pour ça. Et puis j'ai pris goût et je me suis dit tiens, il va venir dans le spectacle et ça va m'amuser, quoi. Ça va m'amuser de faire ça et c'est un hommage parce que j'aime aussi cet art-là que je ne sais pas trop faire. Moi, j'ai des parties de stand-up dans mon spectacle où j'ai des sketchs un peu solo, mais vraiment, le stand-up, je trouve ça très, très fort quand c'est bien fait. C'est vraiment un truc qui me fait kiffer, quoi. Donc, j'en regarde beaucoup et voilà, c'était mon hommage, quoi. Bah là, c'est à ton tour d'improviser une question. Alors, un humoriste. Ma question, c'est très con, mais est-ce que tu te trouves drôle ? Waouh. Bah maintenant, Jeff Panaclock, on va inviter un jeune prodige qui vit à Paris. Il est suivi par plus de 600 000 personnes sur les réseaux sociaux. Ah ouais. Bah comme toi en même temps. Hein. Toi aussi, t'as beaucoup de gens qui te suivent. Il poste des happenings dans lesquels, par exemple, il joue du piano. Ok. Mais pas que. Ah, bienvenue à Walbrock. Viens. Salut. Ça va ? Installe-toi. Tu vas bien ? Bienvenue. Ça va. Voilà, vas-y, avance-toi un peu, le micro est là, bienvenue dans En Rafale. Alors toi, à Walbrock, on t'a vu dans l'émission Incroyable Talent, oui. Mais aussi chez moi à l'époque dans Culture Box, l'émission. C'était un bon souvenir. C'était un très très bon souvenir. C'est vrai ? C'était la première fois que je faisais que du piano et du beatbox dans une émission. Mais parce que c'est ça le point commun. Il s'est vendu. C'est ça le point C'est bon, je me commun. suis bien vendu. Ah ouais. Il y a En pas fait- ni oui ni non, il doit pas être très Pas fort. du Ah, tout. je suis mauvais. En plus, ce qui est drôle pour te donner les coulisses, c'est que quand je l'ai contacté, il m'a dit mais moi je suis vraiment pas bon en interview. Franchement, je pense que je suis pas la bonne personne. J'ai fait mais si frérot, c'est le talent qui va parler. Et donc effectivement, il a ce point commun avec toi, qui est le travail de la voix, en fait, parce que lui il fait du beatbox. La Ouais. preuve, Beatbox. ça fait quoi ? Wow. J'adore. Magnifique. Toi aussi, tu fais la goutte ? Non, je sais pas. Bah, il vient de me faire. J'ai essayé. Tu sais, moi, quand je vois quelqu'un faire ça, j'ai envie d'essayer. Je pense que, comme moi, quand on me voit, Ouais. quand on me voit avec une marionnette, les gens, souvent, ils vont là. Mais bravo, Merci beaucoup. bravo. Toi, c'est le genre de choses que tu sais faire ? Pas ou du tout. pas ? Non, pas du tout. Parce que toi, t'as le Pas travail du tout, mais je trouve ça, de... c'est la première fois que je vois quelqu'un le faire devant moi. Je trouve ça, tu sais, on l'entend toujours des gens dans le micro comme ça et tout. Donc là, c'est fort. Il y a même pas de son, il y a rien pour amplifier, quoi, tu vois. Donc je trouve ça fort, encore plus fort devant. Mais alors, comment t'es tombé dans le beatbox, toi, en fait ? Comment est-ce qu'à un moment, on se dit, ah tiens, je pourrais essayer, et en faisant ces bruits de bouche, ça va faire un beat, ça va faire une mélo et tout, quoi. C'est les genres de choses que je comprends pas. En fait, j'étais un grand fan de beatbox. Je voyais beaucoup de compilations de beatbox sur YouTube, surtout des Japonais qui faisaient ça. Ouais. Et un jour au collège, j'ai un ami qui faisait du beatbox devant moi. Je fais, c'est incroyable. Et il m'a appris à faire ce son. Et je me suis dit, c'est impossible à faire. C'est quoi ce son alors ? C'est la caisse claire, hein, je crois. C'est la caisse claire. Merci parce que j'avais pas le nom. C'est pour ça que j'adore Walbrock. C'est la caisse claire. C'est la caisse claire et il me l'a appris. Et on dit des phrases, par exemple, biscotte, petite biscotte, je pense que vous la connaissez. Non, c'est quoi ? Et en fait, vous Ça le dites sert à quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? sans le prononcer les voyelles, vous faites genre pis, comme ça. Incroyable. Et du coup, c'est comme ça que vous J'adore. apprenez le beatbox C'est au les début. coulisses, j'adore. Et il y a des sons, par exemple, où il faut au moins 1 mois ou 2 mois pour le créer. Donc, par exemple, ce son-là. Parce que, en fait, c'est une déformation de la lèvre. Donc, que tu crées avec de l'entraînement. Et, Ouais. et voilà. Tu peux pas le faire si t'as de l'herpès, là. Non, Non, c'est une galère, ça. Ouais. Ça dépend. Mais je pensais que c'était un travail de la voix. C'est surtout du souffle Ouais. et de la langue, de la bouche. En fait, c'est vraiment souffle, langue et bouche. Est-ce que c'est la même chose quand toi, tu crées d'autres voix ? Ouais, Jeff ? c'est intriguant parce que c'est vrai que mon travail, c'est un peu ça. C'est aussi la bouche, la langue.
Bon, j'ai pas d'élèves, moi, donc c'est plus difficile pour faire des pop-pop-pop. Ouais. Mais ouais, c'est intriguant. Enfin, ça me donne envie d'apprendre des trucs, là, tu vois. Ah, t'as envie. Ouais, Peut-être que tu pourras lui apprendre à faire la bulle. Avec un grand plaisir. Alors, La vas-y, bulle. c'est le premier truc que t'as fait, c'est quoi? La goutte d'eau? Ouais. Ça? Maintenant, le premier, la goutte d'eau. La Il y goutte arrive? d'eau. Tu y arrives déjà? La goutte d'eau, en fait, il faut dire oui. Sans dire oui. Oui, juste avec l'air, genre oui. Au début, c'est comme ça. T'es arrivé avec une flûte. Ouais. J'ai ramené Pourquoi? avec une flûte. Parce que, Et pourquoi est-elle derrière? parce que de base, tu m'avais dit de ramener un piano. Ouais, je t'avais proposé. Ah Tu ouais, m'avais dit- Mais il m'a dit, Ça prend trop de place. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, frérot, ça fait 20 kilos, j'ai un pied, une enceinte, c'est pas possible. Ah ouais, trop c'est dur. dur. Du coup, je me suis dit, je vais prendre la flûte et je vais faire de la flûte et du beatbox en même temps. Mais arrête. Parce que le beatbox, du coup, c'est du souffle. Ouais. Et je vous fais. Je me sens nul. Bah, Non. attends. Je rappelle que Jean-Marc est toujours aux toilettes. Ouais, hein, c'est tu vrai. sais. C'est vrai. Donc, Et du coup, ça fait ça. bravo. Ah ouais, ça c'est franchement. ta signature, la goutte d'eau? Ouais. Incroyable. Eh, c'est canon. Ouais. J'ai trop envie qu'il y ait un rappeur américain qui vienne poser. Mais non, mais sur ouais, ce mais c'est beat. ça, tu fais. Carrément, quoi. C'est canon. Il y a une Bravo. boucle à faire. C'est vrai. J'adore. Bah vraiment, merci beaucoup Ouais, merci d'être à vous, venu c'est nous très, voir. très fort. C'est quoi l'actualité alors pour toi? Alors, pour l'instant, j'essaie de me développer sur les réseaux Ouais. pour ensuite créer un spectacle aussi. Ouais, Voilà. génial. Mais du coup, là, on est qu'au début et là, je fais des petites premières parties et tout. Donc, Ok. ouais, ça y est. Bah écoute, on te suit alors sur les réseaux. Je crois que t'es aussi bien présent sur Insta que sur TikTok. C'est ça. Il s'appelle Awalbrock, Alexandre dans l'intimité. Et il est très très talentueux. Merci. Merci à toi, Jeff Panaclock, d'être Merci à venu. Tu remercieras Jean-Marc et Avec les grand autres plaisir. personnages. Je peux te sortir des. Ouais, et il y a une autre. Il est bloqué au shot, on sait Ouais. pas. On sait pas. Ouais. La tournée est folle, je disais. The Jeff Panaclock Company, ça tourne partout. On a un spectacle qui est très très lourd, donc c'est vrai que. C'est ce que je disais, c'est que maintenant c'est 4 semi-remorques pour faire ce spectacle. Ouais. Bah, Alors du coup, qu'avant, ça il y avait nous- juste la voiture de ton père. Ouais, exactement. Et après, il y a eu la camionnette de mes régisseurs, donc ça allait. Tu vois, on a fait péniblement la Corse sur le précédent spectacle. Il a fallu prendre le bateau et tout, tu vois. Waouh, et là, 4 semi-remorques. Ouais. Mais je vais alléger. Je pense que sur le prochain spectacle, je vais, tu vois, un peu dans le style de stand-up, je pense que je vais repartir sur la route tout seul avec Jean-Marc. J'ai envie de ça aussi. J'ai envie de me retrouver dans mon petit cocon et de faire des blagues juste avec Jean-Marc et le public. Donc voilà, on Bon, je suis verra content sur que le prochain. tu partages ça avec nous dans Rafale. Je suis content de Ah, l'apprendre. c'est une exclue. Et c'est une exclue, mais je suis content surtout de voir que tu t'éclates et que tu t'amuses et que tu as l'air heureux. Ouais, c'est trop bien. Et ça, c'est le meilleur truc. Ouais, c'est la maturité, les 40 ans, tu vois, C'est ça. qui arrive. Nouvelle coupe de à cheveux, pleine nouvelle balle. DA. Nouvelle DA. Merci à beaucoup. vous. Merci à vous deux et puis merci aux équipes. Surtout merci à vous. Je vous en demande encore un peu plus. Abonnez-vous, ça nous aide beaucoup parce que vous le savez, c'est une nouvelle aventure. Mais surtout, partagez ici ou le lien sur WhatsApp. Commentez, mentionnez les fans de Jeff Panaclock ou d'Awalbrock ou celles et ceux qui devraient le devenir. Prenez soin de vous et surtout des autres. C'était En Rafale. Salut!